Ah non, non, on n'est pas cousins, hein, on est jumeaux. Je pense qu'il a été adopté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait un temps pourri, ça valait le coup de vivre dans le sud. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au dernier film de Ryan Coogler. Ryan Coogler, c'est un réalisateur qui s'est forgé une sacrée réputation autant auprès du spectateur que de la presse pour ses films qui savent parfaitement allier divertissement très grand public et en même temps thématique sociale. Même si ce n'est pas son premier film, il va notamment se faire repérer avec Fruitvale Station, film avec Michael B. Jordan, qui deviendra sa muse pour les prochains films et qui traite notamment des violences policières et du racisme. Mais c'est notamment avec Creed, suite de la saga des Rocky, se concentrant davantage sur le fils d'Apollo Creed, qu'il va se faire connaître. Un excellent film qui reprendra toutes les bases de la saga, mais qui sera modernisé par sa mise en scène très punchy et l'apport de certaines thématiques qui lui est propre. Juste un peu dommage que le personnage le moins intéressant de Creed, ce soit Creed. Et c'est véritablement avec le énième projet du MCU Black Panther qu'il va exploser. Un film que je considère comme un des moins bons du MCU, après j'arrive pas à savoir si mon agacement vient davantage du fait que le film a énormément de défauts, ou du flanc que l'on en a fait à sa sortie. Entre le fait de nous le vendre comme le premier film avec un super-héros noir, genre ça n'a jamais été fait avant, et d'aller jusqu'à carrément le nommer à l'Oscar du meilleur film, faut pas déconner non plus. Et il enchaînera ensuite avec sa suite, Black Panther 2, Wakanda Forever, qui prendra beaucoup plus de temps à sortir, notamment dû au décès de Chadwick Boseman. Un film que je considère meilleur que son prédécesseur, mais pas extraordinaire non plus. Des films très grand public, encore une fois, mais qui n'oublieront pas d'intégrer certains sujets forts, tels que le racisme, la ségrégation ou encore le repli sur soi. Donc autant dire que son projet suivant, qui en plus cette fois allait être un film de genre, était particulièrement attendu. Projet précédé d'une sacrée réputation puisque le film affiche un 100% sur Rotten Tomatoes. Et on sait que la presse américaine n'exagère jamais. Du coup, ovation méritée ou coup d'épée dans l'eau, parlons de Sinners. Hey, get back inside. Let me in, man. There's some weird shit going on out here. You keep dancing with the devil. One day he's gonna follow you home. Ben désolé, mais pour moi, Sinners, c'est plutôt une déception. Mais commençons par le début. Le film raconte l'histoire des jumeaux Smoke et Stack, tous les deux incarnés par Michael B. Jordan, qui vont revenir dans leur Mississippi natal en 1932 pour essayer d'ouvrir leur propre pub pour leur communauté. Sauf que la nuit de l'ouverture, ils vont devoir faire face à des vampires. Le film se découpe en deux parties et je dois dire que la première partie, je l'aime beaucoup. Au tout début, on va voir ces jumeaux revenir chez eux et on va apprendre à faire leur connaissance. Les jumeaux qui reviennent de Chicago après avoir travaillé pour Capone et qui sont dans leur communauté déjà précédée d'une sacrée réputation. Et si d'habitude j'ai tendance à ne pas rentrer en empathie avec les personnages de gangsters et de mafieux, c'est une des raisons qui fait que j'ai pas découvert certains grands classiques comme Le Parrain d'ailleurs. Le fameux cliché du bourreau, mon ami est mort tué par les flics ou par un autre gang, ben bro, si t'avais pas commis des crimes, tu te serais pas foutu dans une situation pareille. Hein. Mais ici, par plusieurs détails, j'arrive malgré tout à m'attacher à eux. Déjà par le contexte historique, on est en 1932, dans le sud il règne toujours la ségrégation, dans le nord il est largement insinué que le racisme existe toujours et est bien présent, donc pour eux, la criminalité, ça devient la seule option. Ça n'en fait pas une excuse, mais ça rend leurs choix et leurs actes plus compréhensibles. Mais si ils ont tendance à jouer les gangsters, eh bien dès lors qu'il s'agit de leur communauté, de leurs amis et de leur famille, c'est pas la même. Ce qu'ils font, ils le font pour eux, certes, mais ils le font aussi pour participer à la communauté, pour les aider. On voit qu'ils sont davantage respectés que craints, quand bien même on sait qu'il ne faut pas les emmerder. La scène qui le montre le mieux, c'est lorsque l'un des jumeaux, Smoke, voit qu'on essaye de le voler, il va tirer sur le voleur, mais va ensuite directement payer quelqu'un pour qu'on puisse lui donner les soins appropriés. On ne renie pas ce qu'ils sont, mais on leur donne suffisamment de nuances pour que je puisse m'attacher à eux. Et je parle des jumeaux entre eux comme d'une seule entité, mais ils ont entre eux des différences. Des différences apportées par le super jeu de Michael B. Jordan d'ailleurs. Smoke est plus taiseux, plus discret, il a un passif plutôt lourd avec sa femme, et a une véritable obsession pour le respect. A l'inverse, Stack va être un peu plus cynique, un peu plus grand gueule. Et donc, durant toute cette première partie, on va voir comment Smoke et Stack vont mettre en place ce qui va constituer le cœur de la deuxième partie, la fameuse soirée d'inauguration de leur bar. On va alors les voir aller de personnage en personnage, la famille chinoise qui tient une épicerie, le grand balèze dans les champs de coton qui va leur servir de
gros bras à l'entrée, le musicien d'harmonica pour venir jouer dans leur bar, auquel on ajoutera également l'ex-petite amie de Stack et l'ex-femme de Smoke. Toute une galerie de personnages assez intéressants, attachants et plutôt bien caractérisés. Et tout ça, ce passage d'un personnage à l'autre pour mettre en place cette soirée, ça prend du temps. Le film prend son temps. Et d'habitude, ce genre de procédé, ça a plutôt tendance à m'agacer parce que quand je suis dans un film de genre, en particulier avec des créatures, je veux qu'elles arrivent le plus tôt possible. Mais ici, ça ne me dérange pas. Parce que là où les films d'horreur ont tendance à plutôt faire 1h30, 1h40, là, le film fait 2h18. Donc il a le droit de prendre son temps, puisqu'il l'a. Tu peux passer 1 heure sur ces personnages si ça veut dire qu'après, j'aurai 1h18 de massacre. En plus, si ça veut dire que pour une fois, j'aurai de l'attachement à des personnages lorsqu'ils vont mourir, c'est tout bénef. Sauf que le massacre, on va l'attendre longtemps. On ne va avoir l'introduction aux vampires qu'après bien 45 minutes de film. Ils vont réellement débarquer au bar 20 minutes après. La première mort aura lieu 10-15 minutes après. Et les personnages vont réaliser qu'il y a des vampires encore 10-15 minutes après. Vous voyez que le temps dédié aux vampires rétrécit ? La seconde partie va se passer lors de la fameuse soirée d'inauguration. Et là, c'est comme si le scénario marchait au ralenti. J'ai l'impression que Coogler freine des cas de fer pour vraiment retenir tous ces effets et nous laisser dans l'impatience d'enfin avoir ce pour quoi on est venu. Des vampires. À tel point que je me suis demandé si c'était pas une erreur de marketing et que les vampires n'auraient pas dû être une surprise comme il l'était dans Union en Enfer de Tarantino et Rodriguez. Sauf que non, comme je dis, ils sont introduits au bout de 45 minutes et de façon très lente et progressive. Donc c'est pas censé être un effet de surprise, c'est vraiment propre au scénario. Et autant la première partie, j'acceptais ses longueurs parce que je me disais ok, c'est la mise en place, il fait monter la sauce avant l'explosion, là, vu que ça tarde vraiment à arriver, j'ai vraiment cette impression de souffler qui s'effondre. Les intrigues marchent plutôt au ralenti, pas mal des personnages qui ont été mis en avant durant la première partie sont mis au second plan, voire à l'arrière-plan. Il ne se passe pas grand-chose. Ce qui ne veut absolument pas dire que ce qui se passe à l'écran est mauvais. C'est l'occasion d'ailleurs d'aborder la partie technique qui est vraiment excellente. En termes de mise en scène, de photos, de lumière, le film est absolument splendide et bien au-dessus des standards hollywoodiens. Pareil pour la musique. Musique a une grande importance dans le film parce qu'il y a toute une notion en rapport avec le blues. Technique qui trouvera son apogée dans une scène de chant et danse absolument dingue qui, sans trop en dire, mêlera percussion africaine et hip-hop. C'est pas compliqué, si je vous dis que c'est LA scène du film, à partir du moment où vous avez vu Sinners, vous saurez de quoi je parle. Mais en attendant, les vampires, ils sont toujours pas là. Le film est un slow burner, c'est-à-dire qu'il va vraiment prendre tout son temps avant de nous amener à ce qui doit être le climax du film. Climax du film qui est la plus mauvaise séquence. Lorsqu'arrive enfin la tant attendue attaque des vampires, on est vachement déçu. La caméra bouge dans tous les sens, le montage est quand même assez cuté, on a des ombres très prononcées, ce qui fait que je ne vois pas quel personnage se fait attaquer, quel personnage meurt, je comprends pas grand chose. C'est loin d'être le plus réussi en termes d'esthétique, c'est pas vraiment exaltant ni terrifiant, et quand je disais que j'appréciais le fait qu'on prenne son temps pour me faire découvrir ces personnages auxquels m'attacher et donc ressentir quelque chose lorsqu'ils vont mourir, c'est tellement soudain qu'au final je ressens absolument rien. Et perso, je trouve la résolution assez stupide. Mais là, depuis le début, je vous parle de l'utilisation du vampire dans le film uniquement d'un point de vue horrifique et fun. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'un des principaux attraits du folklore vampirique, c'est la métaphore. On parle quand même d'une créature principalement masculine qui va avoir tendance à pénétrer sans leur consentement le corps de ses victimes, principalement féminines. Ai-je besoin de développer ? Le vampire a toute une portée sexuelle, que ce soit d'un point de vue direct, comme on le voit dans, par exemple, le Dracula de Coppola, ou aussi dans la notion plus de frustration, comme on le voit avec Twilight. Oui, même Twilight utilise le vampire comme une métaphore. Et depuis toutes ces années, le vampire a été utilisé sous bien des formes et pour bien des thématiques. Et pas seulement dans le cinéma, on peut aussi le retrouver dans le jeu vidéo, dans les romans ou dans la BD. Et le fait que Coogler allait utiliser cette créature pour lui parler de sujets qui lui sont chers, ça paraissait un peu évident. Déjà par sa filmographie, mais aussi par le contexte historique du film. Comme je le disais, le film se passe au Mississippi en 1932. La ségrégation existe toujours, le clan existe toujours, et il a toujours beaucoup de pouvoir. Au passage, j'en profite pour vous conseiller, si vous ne l'avez pas vu, de regarder le chef-d'œuvre qu'est Mississippi Burning. Ça traite de l'assassinat de personnes noires au Mississippi, justement, par des membres du clan. C'est absolument glaçant. Et donc, en voyant la bande-annonce et cette communauté constituée de minorités, majoritairement afro-américaines,
qui allait affronter des vampires dont le chef et ses acolytes étaient blancs, la métaphore semblait assez évidente. Sans compter que les 2 premières personnes que va recruter le chef des vampires, ce sont des membres du clan. Sauf que Coogler va apporter un peu de nuance à l'ensemble. En effet, le chef des vampires, joué par Jack O'Connell, ne va pas chercher à tuer les membres de cette communauté. Il va chercher à les rallier. Les vampires ne mordent pas pour se nourrir, ils mordent uniquement pour créer un autre vampire. C'est uniquement ça le principe de la morsure. On serait plus proche d'une maladie, d'un virus, que véritablement d'une créature assoiffée de sang. On pourrait donc y voir une volonté de la communauté blanche américaine de gommer toute différence, de gommer les cultures des minorités. Ce n'est pas pour rien que le blues est important dans le film, il est un élément crucial de la culture afro-américaine. En cherchant à les vampiriser, les antagonistes cherchent à l'effacer. Interprétation qui est étayée par 2 éléments. Le premier, c'est que les vampires ont leur propre chanson, qui n'a aucun rapport avec le blues, et qui sera repris par l'ensemble du clan, y compris les personnes de minorité qui auront été converties, mais aussi le fait qu'une fois mordus, les vampires partagent leurs souvenirs et que le personnage de Jack O'Connell va par exemple être capable de parler mandarin. Il y a une forme d'appropriation culturelle. Et pourtant, je trouve qu'il y a quelques petits éléments dans le film qui ont presque tendance à contredire cette interprétation. Lorsqu'on écoute le chef vampire, il a plutôt tendance à dire que la raison pour laquelle il contamine tout le monde, c'est justement parce que il y a des disparités entre les gens, la haine pour la couleur de peau ou pour d'autres raisons, et qu'il veut les gommer. Il n'y a pas une volonté d'effacer, il y a plutôt une volonté de cohabiter. D'ailleurs, si les 2 premières personnes qu'il mord sont des membres du clan, ce n'est absolument pas parce qu'ils partagent leur idéologie. C'est tout l'inverse. Et même cette histoire de souvenirs partagés, certes, Jack O'Connell va être capable de parler en mandarin, mais les autres membres de son clan partagent également ses souvenirs à lui. Il n'y a pas vraiment d'appropriation, il y a un partage. En tirant un peu sur la corde, on pourrait dire que Jack O'Connell prône le vivre ensemble. Et on ne pourra pas vraiment me dire qu'il y a quand même une notion de domination dans le sens où lui est le chef et que les autres sont sous sa volonté, parce que la scène qui survient au tout début du générique vient plutôt contredire cela. Bon, de toute façon, la scène du générique vient contredire énormément de points de la seconde partie. Je développe pas plus pour ne pas spoiler, mais je trouve qu'il y a des choses qui collent pas. Après, je suis pas en train de dire que mon interprétation est juste et que c'est celle que Coogler voulait nous faire passer. Je suis simplement en train de dire qu'il y a quand même quelques éléments qui, à mon sens, viennent un peu trop contredire ce qui, à mon avis, est son vrai message. Et même dans la façon dont il a d'utiliser les vampires, je trouve qu'il y a des choses assez bancales. On l'a dit, le vampire, c'est une créature qui existe depuis très longtemps dans différents folklores et il a différentes règles qui s'appliquent plus ou moins selon les films. La sensibilité à la lumière, le besoin de boire du sang, l'ail, l'argent, etc. Mais il y a une règle moins utilisée que Coogler va appliquer dans Sinners. Les vampires n'ont pas le droit de rentrer chez nous s'ils n'ont pas notre autorisation. Comment se bloquer son scénario tout seul? Vous pouvez laisser votre porte grande ouverte, les vampires ne pourront pas pénétrer dans votre maison. Et du coup, ça fait que quand ils débarquent, ils sont bloqués sur le pas de la porte. Pire, les rares fois où ils vont réussir à rentrer, quand ils se font repérer, ils vont avoir le réflexe de sortir immédiatement. Et la règle, elle n'est pas rétroactive, hein. Vous avez demandé une fois, vous rentrez, vous sortez, vous devez redemander à nouveau pour rentrer. C'est stupide parce que ça amène 2 soucis. Le premier, une fois que nos protagonistes sont au courant qu'il y a des vampires et qu'ils ne peuvent pas rentrer, il suffit de rester dans le bar et d'attendre le lever du jour. Il n'y a rien à faire, même pas à se défendre, juste t'attends. Et le second, c'est que vu que malgré tout, il faut donner au public ce qu'il attend et lui fournir son climax, il faut bien faire un forcing de scénario en rendant un personnage débile pour les faire rentrer. Pour moi, c'est peut-être le plus gros défaut du film. Et d'ailleurs, pour en revenir aux métaphores et interprétations, cette règle, elle amène un sous-texte un peu... On parle quand même d'une communauté qui vit chez elle, tranquillement, jusqu'au jour où elle va recevoir la visite d'étrangers. Étrangers qui vont vous demander la permission de rentrer, et si vous les autorisez à rentrer, ils vont vous massacrer, vous vampiriser et imposer leur culture. Il n'y a que moi qui vois le problème. On n'est pas loin des délires de Trump ou du grand remplacement en France. Et encore une fois, je précise, je ne pense absolument pas que Ryan Coogler ait cette idée-là en tête lorsqu'il fait le scénario. Mais malgré tout, je trouve quand même qu'il y a quelques maladresses qui donnent un sous-texte un peu rance à l'ensemble. Sans compter que j'ai même pas abordé le point de la religion. Je suis assez incapable de savoir quel est le point de vue de Coogler sur ce sujet. Le film s'appelle Sinners, ce qui veut dire pécheur en français. L'un des personnages principaux, qui est le cousin des jumeaux Sammy,
est guitariste de blues et a un père prêcheur qui lui dit que le blues est la musique du diable, et qu'à force de jouer la musique du diable, il va finir par l'appeler. Ce qu'il fait, vu que les vampires vont débarquer. Du coup, est-ce que tous nos personnages sont des pécheurs et mérités de mourir? Mais en même temps, Coogler a l'air de prendre de la distance avec le message de ce pasteur, et pourtant il avait raison, puisque la musique du diable appelle le diable. Je trouve tout ça un peu confus. Sinners, c'est un film qui est bourré de qualité, notamment technique ou d'interprétation. C'est franchement pas un film que je vous déconseillerais, mais c'est un film que je considère définitivement trop long, qui a tendance à trop traîner la patte. Si vous y allez pour le fun, vous allez forcément être déçu. Et même à l'échelle de ces thématiques, personnellement, je trouve un peu confus, voire bancal. C'est vraiment pas un mauvais film, mais on est très loin des 100% sur Rotten Tomatoes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas, on like, on partage, on commente. Dites-moi ce que vous avez pensé de Sinners, dites-moi quelle est votre interprétation du film. On se retrouve très bientôt pour de prochaines critiques. N'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye!